bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine consacrée au Sénégal. Le dossier du jour s'intéressera à la relance du secteur touristique. Et au sommaire également de cette émission, attentat au Kenya revendiqué par les milices Shebab et qui a fait, selon un bilan qui risque malheureusement de s'alourdir, 70 morts. Au Sénégal, la candidature de Karim Wade à la prochaine présidentielle divise le PDS. En Guinée équatoriale, la capitale équato-guinéenne a connu un pourcentage important d'accidents routiers ces dernières années. Les autorités ont donc décidé de prendre en charge ce dossier. Et puis nous verrons que le Nigeria, première puissance du continent, a plus que jamais besoin de relancer son économie en berne depuis quelques temps. Et ils sont avec nous pour en parler, nos éditorialistes. Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tout le monde. Et Malik Hacher. Malik, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Attentat terroriste ce jeudi matin à l'université de Garissa, à l'est du Kenya. Un attentat revendiqué par les milices Shebab. Le bilan est lourd, plus qu'un bilan qui risque encore de s'alourdir. On parle de bilan provisoire, fait état de 70 morts. Ibrahim Ndiaye. Nouvelle attaque terroriste au Kenya. Des hommes armés ont attaqué ce jeudi 2 avril l'université de Garissa, située à l'est du Kenya et à environ 150 km de la frontière somalienne. L'attaque a été revendiquée par les Shebab somaliens. On dénombre au moins 15 victimes et une trentaine de blessés. Cette attaque au sein même de l'université, qui est quand même un lieu symbolique de savoir et de connaissance, et puis qui concerne la jeunesse kenyane et donc l'avenir du Kenya. Cette énième attaque des Al-Shabaab pose effectivement la question non seulement de l'infiltration de ces Shabaab au Kenya, pose la question de la sécurité des frontières du Kenya et de manière radicale, cela pose effectivement un défi au gouvernement kenyan et dans sa capacité justement à sécuriser sa population, là en l'occurrence l'université, mais à lutter efficacement contre les Al-Shabaab. Le Kenya paie son engagement auprès des troupes de l'AMISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, qui combattent contre les Shebab somaliens. On est quand même assez surpris que les Al-Shabaab puissent à la fois en Somalie attaquer malgré la présence des forces africaines de l'ONU et là au Kenya malgré la protection des frontières que les Al-Shabaab continuent, ce qui nécessite justement la poursuite inlassable de la lutte contre ce terrorisme-là. Cette attaque n'est pas une première. Le mouvement islamiste somalien avait également revendiqué l'attaque terroriste du centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013 qui avait causé la mort de 67 personnes. Daouda, 70 morts, comme je viens de le dire, un bilan qui risque encore de s'alourdir. Ça fait beaucoup de victimes. Oui, comme vous le dites, Amira, ça fait beaucoup de victimes, 70 morts. D'autant plus qu'on n'est pas encore à la fin du comptage, malheureusement, des victimes. Et moi, ce que je ressens, c'est de l'indignation, parce que tout simplement, le terrorisme, en tout cas, le combat des Shebab qui est mis sous la bannière du terrorisme, franchit un autre cap. Parce que, attaquer une université, c'est relativement nouveau. Donc là, je pense qu'il faut aussi des réponses encore plus sévères à ce niveau-là de la part du gouvernement du Kenya. L'université, c'est le temple du savoir. Si on en arrive à ce que les étudiants aient peur d'aller étudier, c'est tout le développement du pays qui est remis en question, c'est toute la jeunesse, l'avenir de la jeunesse qui est remis en question. C'est quand même un groupe très violent parce qu'on se souvient notamment après avoir détruit un petit peu en tout cas fait des victimes dans le centre commercial à Nairobi parce que les Kenyans ces dernières années avaient mis comme stratégie de développement avaient en tout cas essayé d'attirer des touristes qui viennent faire du shopping entre guillemets dans la capitale kenyane, notamment les expatriés qui sont en Afrique de l'Est dans cette zone.
Donc là, ça a apporté un sacré coup dans ce qui est la deuxième économie du Kenya, le tourisme donc. Et aujourd'hui, on franchit un autre cap, on attaque l'université. Moi, je pense que la réponse doit être vraiment ferme et sévère, et d'autant plus qu'il faut aussi investir davantage dans tout ce qui est service de renseignement, puisque moi, c'est ce que je dis toujours, et je reste convaincu que la guerre du terrorisme ne se gagnera qu'avec un service de renseignement performant, parce que c'est des gens qui étaient déjà sur le territoire quand ils l'ont fait, donc on n'a pas pu les intercepter avant. Oui, Malik, il faut rappeler également que le Kenya en fait paye sa participation à la lutte contre les Chebabs dans le pays voisin, la Somalie. Oui, le Kenya est intervenu en 2011 en Somalie, effectivement, pour justement arrêter ces attaques meurtrières. On a vu que finalement, ça n'a pas donné de résultat et les Chebabs continuent. Mais pourquoi les Chebabs continuent? Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce problème de renseignement, de coopération, il y a ce problème de financement. On n'arrive pas à couper les financements aux Chebabs. L'AMISOM a repris récemment le port d'Awari, je crois, sur la côte somalienne, parce que c'était un port qui permettait aux Chebabs, qui était contrôlé par les Chebabs et qui leur permettait d'avoir des transactions, de faire du commerce et d'avoir des recettes financières pour mener leur lutte. Et même si cette ville a été reprise par la MISOM, les Chebabs continuent parce qu'ils ont d'autres moyens, d'autres financements. Et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Et le problème de la Somalie, finalement, remonte bien avant, depuis 1991, depuis la guerre civile, avec la chute du régime de l'ancien président. Son nom m'échappe. Mais il va revenir. Mais voilà, la désintégration de la Somalie date de là. Voilà, et c'est un problème. Donc je pense que tant que vous n'avez pas l'autorité politique non plus en Somalie, la situation ne s'arrangera pas. Oui, alors, Daouda Malik parlait de la Somalie. On sait qu'il y a un véritable problème avec les mini-Chebabs. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le Kenya aussi a un véritable problème avec les Chebabs. On parle là de l'attaque de l'université. Vous avez parlé de l'attaque du centre commercial Westgate en 2013. Il y a eu l'exécution de 28 passagers d'un bus dans l'est du pays en novembre 2014. Il y a eu une autre attaque en mai. Ça commence à faire beaucoup. On peut dire que le Kenya est aujourd'hui autant en guerre que la Somalie contre les Chebabs. Complètement. Le Kenya est une victime collatérale et pas des moindres. Donc vous avez complètement raison de rappeler toutes ces opérations qui finalement ont ciblé le Kenya, soit à l'intérieur de son territoire même. Et je peux rajouter à votre bilan, Amira, l'otage français exécuté qui était membre du service de renseignement, la DGSE, c'est ça. Mais heureusement que là, les Américains interviennent en collaboration avec les Français. Ils ont pu quand même assassiné via les drones l'ancien chef des Chebabs. Et c'est ce type de réponse qu'il faut apporter. Maintenant, il est temps, je pense, que quand même de développer vraiment des stratégies de renseignement qui permettent d'anticiper sur ce type de choses pour l'éviter, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et le Kenya faisait bonne figure, tant en matière de démocratie qu'en matière économique. Et là, les Chebabs, comme vous le dites, ciblent le Kenya, alors que ce n'est pas là la base. L'origine même, ils viennent de l'Éthiopie quand même. Et tension au sein du Parti démocratique sénégalais. Pardon, vous disiez, Daouda? Non, je disais qu'ils venaient de la Somalie, finalement, alors que les Kenyans n'étaient pas principalement la source même du conflit. Tension donc au sein du PDS, le Parti démocratique sénégalais, puisqu'après la condamnation de Karim Wade, les langues commencent à se délier. Certains responsables ont ouvertement critiqué le choix de désigner l'ancien ministre comme candidat pour la prochaine élection présidentielle. C'est notamment le cas de l'ex-ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, qui a par la même occasion annoncé sa volonté de créer son propre parti. Un sujet d'Ibra Ndiaye. Le Parti démocratique sénégalais traverse depuis son éviction au pouvoir plusieurs turbulences. Aux questions judiciaires liées aux affaires des biens dits mal acquis s'ajoute celle de la transhumance politique. La succession du pape du Sopi à la tête du PDS vient couronner le tout. La candidature du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite le 23 mars 2015, divise le parti. J'évolue dans un parti politique, donc je me plie aux règles de fonctionnement de ce parti-là. Quand il s'est agi de parler de la candidature au sein du Parti démocratique sénégalais, la question a été soulevée en réunion de comité directeur, donc l'instance dirigeante du parti. Tous les militants
membres étaient conviés à cette rencontre-là. À mon avis, c'était le lieu, justement, pour ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était le lieu, à mon avis, de dire que nous ne sommes pas d'accord sur la méthode. Ça n'a pas été le cas. Donc, la décision a été prise à l'unanimité d'aller à cette élection-là. L'élection s'est déroulée dans la plus grande transparence, devant même les journalistes, la presse nationale et internationale. Ensuite, on ne peut pas remettre en cause la légitimité de cette instance-là, parce que l'ensemble des départements étaient représentés, toutes les fédérations étaient représentées, même les Sénégalais de l'extérieur étaient représentés. Cette candidature de Karim Wade rencontre plusieurs obstacles. Outre les velléités internes, le code électoral sénégalais refuse la candidature d'un condamné à la présidentielle. Mais pourquoi ces volte-face? Le PDS est un grand parti, c'est le premier parti de l'opposition du Sénégal, donc dans lequel on pouvait compter des gens qui ont des ambitions légitimes d'aller au moins à la candidature, c'est-à-dire aux primaires dans le PDS. Abdoulaye Wade ayant toute force dans le PDS, c'est-à-dire décidant de tout, a embarqué donc de grands leaders, embarqué leur avenir et l'a scellé sur la seule question de la libération de son fils. Donc voilà les stratégies court-termistes, ce que ça donne. Les avocats de Karim Wade ont saisi la Cour suprême. Un verdict qui ne changera pas grand-chose sur la division au sein du parti quant à la décision de porter son choix sur lui pour représenter le PDS à la présidentielle de 2017. Bon, Daouda, vous allez nous éclairer, c'est un peu flou. Est-ce que Karim Wade a le droit de se présenter à l'élection présidentielle? Bon, les avis sont divers. Et pourtant, ils ne devraient pas être divergents. Il y a une loi. Oui, tout dépend aussi de l'interprétation de la loi, effectivement, Amira, parce que ce qui est important de préciser, c'est que la CRE, donc la Cour de répression de l'enrichissement illicite, n'a pas prononcé, en tout cas, laisse à Karim Wade ses droits civiques. Oui, il n'a pas été privé de ses droits civiques. Exactement, dans le jugement qui a été rendu. Maintenant, au niveau de tout ce qui est code pénal, etc., on estime que quand on est emprisonné, pas plus de 5 ans de prison, bon, de facto, on perd ses droits civiques. Bon, après, là, moi, je ne suis pas juriste, mais il me semble que c'est une question d'interprétation. Le Parti démocratique sénégalais veut en tout cas maintenir Karim Wade comme candidat, parce qu'on entend notamment un des leaders qu'on a vu, Serine Bakendia, et qui disait que justement Karim est plus dangereux pour Macky Sall en prison que dehors. Donc pour lui, il est toujours candidat. On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre tout ça, effectivement. On a l'ancien Premier ministre, comme ça a été rappelé dans le reportage, Souleymane Ndéné, qui finalement ne s'était pas proclamé, n'était pas candidat dans les primaires du PDS, et qui sort et pour créer, en tout cas bientôt sans doute, son parti pour se présenter en 2017. Donc ça montre quand même les tensions qui existent au sein du PDS. La candidature de Karim Wade ne fait pas l'unanimité, ça c'est une évidence. D'autres défections à prévoir donc. Ce n'est que le début, l'ancien ministre. Exactement. Mais par contre, ce qu'il est important aussi de relever, c'est que quand même Karim Wade a été élu candidat, en tout cas en 2007, avec une écrasante majorité de ceux qui étaient là, de ceux qui étaient réunis là. Donc on verra bien. L'avenir nous dira si le PDS va réussir à sauver sa face et présenter un candidat crédible, Karim Wade ou non, à la prochaine présidentielle. Oui, Malik, on a du mal à comprendre la stratégie du PDS. L'élection présidentielle approche à grands pas. Si le quinquennat passe, ce sera en 2017. Présenter un candidat qui est derrière les barreaux, ça paraît quand même très délicat. C'est très délicat. Et puis finalement, il y a deux lignes politiques qui sont risquées. Les deux sont risquées. Vous avez la ligne politique qui pense que Karim Wade va être libéré avant les élections présidentielles et qui rassemble pas mal de personnalités autour de lui, notamment Oumar Sarr, je crois, le coordinateur du parti. Donc il y a des personnalités qui soutiennent cette ligne politique. Et il y a d'autres personnalités, Daouda l'a rappelé, l'ex-premier ministre qui est sorti et qui prend aussi un risque. Parce que c'est quoi le risque? Imaginons que Karim Wade sort avant l'élection présidentielle. Les tenants de la ligne dure vont gagner, en fin de compte. Et ceux qui sont partis, qui ont été exclus du parti,
vont être les grands perdants. Et à l'inverse, ceux qui sont partis et qui espèrent finalement qu'il n'y ait pas de candidature de Karim Wade, ils seront les grands gagnants. Et l'ex-premier ministre en tête. Maintenant, il faut surveiller, parce que c'est très passionnant ce qui se passe au sein du PDS, il faut surveiller aussi les probables candidatures ou les probables frondeurs qui vont apparaître. On parle de Awa Diop, qui était une des premières militantes au sein du parti et qui a beaucoup de choses à dire, visiblement, autour de la candidature de Karim Wade. Donc, c'est une ébullition au sein de ce parti qui est très intéressante à observer. Et je suis sûr que pendant les semaines à venir, il y aura du mouvement. Oui, parce que vous parlez d'ébullition, mais on n'en est qu'au début. Oui, exactement. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.